Bonsoir à tous. Bonsoir. Merci de partager ce moment avec nous ce soir. On va parler de nos aînés, de ceux qu'on appelle les Shibani. Alors pour en parler, il y a avec nous ce soir Salika Amara. Salika, tu peux te présenter en 2 mots, on va faire un petit tour de table rapide. Je suppose qu'il y en a qui te connaissent déjà pas mal ici. Je pense que tout le monde me connaisse, peut-être madame. Un plaisir, j'ai un long passé de militante. Voilà, je préfère me présenter comme ça. Et qu'actuellement, je suis présidente de l'association Tous les Fils de la République qui a organisé donc, le festival des seniors. Je participe à ce débat justement pour mettre en évidence qu'il y a, on peut trouver des solutions par rapport à ce public qui est un petit peu marginalisé, isolé. Et nous l'avons fait par le biais du café social et solidaire que nous avons mis en place, qui s'intitule El Kawa des seniors. On va en parler. À côté de toi, il y a Ali Rami, qui est le représentant de la coopérative des Shibani. Un certain nombre d'entre eux sont autour de nous à travers ces belles photos. Ali, en 2 mots, pourquoi tu t'es finalement inscrit dans cette logique de vouloir défendre les intérêts, la cause de ces gens-là? Nous, c'est toute une histoire autour de la mémoire et de l'histoire de l'immigration, et celle de nos aînés en particulier et celle de mes parents, en fait. C'est sur la question de l'accès au droit et de la lutte contre les injustices dont sont victimes les personnes âgées issues de l'immigration particulière. Et, on est arrivé au bout d'un processus, je reviendrai dessus tout à l'heure, après une série de rencontres sur l'histoire et la mémoire de l'immigration et la contribution de cette génération à la reconstruction et à la participation de la richesse du pays, quand on a vu des situations qui nous semblaient complètement scandaleuses, injustes et pas très saines. Alors à côté de toi, M. Ali Elbaz, qui est membre du GISTI et du COPAF, le collectif pour l'avenir des foyers, si je ne me trompe pas. Ne vous trompez pas. Avant, j'étais membre de l'ATMA, l'Association des travailleurs maghrébins de France. Et c'est surtout à Gennevilliers qu'on s'est aperçu qu'il y a une forte concentration d'immigrés là-bas dans 6 foyers. Et donc on s'est aperçu un peu des injustices. Et moi je me suis rendu compte, je dirais comme je suis un vieux aussi, parce que j'ai 73 ans, que les étrangers n'avaient pas le droit à certaines prestations sociales, entre autres la H, l'allocation adulte handicapé, avant on l'appelait le minimum vieillesse, et l'allocation de solidarité invalide. Donc là on a fait toute une campagne, je dirais, auprès des tribunaux, je parle de ça de 96, 97, et 98, avec l'arrivée de Jospin et Chevènement, cette discrimination elle a été retirée et donc les étrangers comme les Français ils peuvent prétendre à ces prestations. On va parler de ce combat pour l'égalité pour les Shibani. Et puis à côté de moi, le docteur Youssef Boussa, qui est psychiatre. Oui. C'est une dimension qu'on a aussi tendance peut-être à négliger parce qu'il y a beaucoup à dire autour de la situation psychologique des Shibani. Alors, pour commencer, peut-être qu'on peut poser une définition de ce terme Shibani qui est rentré dans le langage courant, mais on a le sentiment que les gens ne savent pas forcément ce qu'il y a derrière cette réalité. Et on sait aussi que finalement, tant qu'il y aura des immigrés, il y aura des Shibani, puisqu'une génération chasse l'autre. Qui veut réagir là-dessus? Non, justement, nous, hier, on a eu un jury pour une subvention à la coopérative, et la question qui était, c'est qu'est-ce que veut dire Shibani, et est-ce que vous vous occupez uniquement des personnes issues de l'immigration? C'est une question récurrente qu'on a tout le temps. Un Shibani, ça veut dire un Shibani, celui qui a les cheveux blancs ou une personne âgée. Enfin, c'est un mot qui est rentré dans la langue française, je pense. La langue française est riche de plus de 700 mots d'origine arabe. Beaucoup de monde ne le sait pas, mais il y a plus de mots arabes dans la langue française que de mots, j'allais dire peut-être belges ou allemands. Donc ça fait partie de la langue. Et après, c'est toute la question de la place qu'on donne aux aînés. On sait, nous, dans notre culture, dans notre tradition, que
les aînés, c'est une place importante, qu'il faut prendre soin d'abord de ses parents et de ses aînés, de ses grands-parents, et que c'est une transmission aussi de nos valeurs, de notre éducation qu'on a reçue. On est les héritiers de cette éducation et de ces valeurs-là. Je pense que c'est important. Et au-delà du premier cercle de parents, c'est toutes les personnes âgées. Le proverbe africain qui dit qu'il y a un ancien et un aîné qui part, c'est une bibliothèque qui s'en va. Ben, c'est pareil dans toutes les traditions. Et je pense que dans une société dite moderne telle que la nôtre, la place des aînés, des seniors, des anciens, vous les appelez comme vous voulez, nous on les appelle les Shibani, elle est importante et fondamentale. D'ailleurs, dans les photos qu'on voit, on a une dame qui est d'origine polonaise, et c'est une Shibani aussi. Une Shibani. Voilà, moi aussi je voudrais quand même insister sur la notion qu'on utilise surtout les Shibani pour parler des personnes âgées de l'immigration. Mais on peut continuer, puisqu'il a dit lui-même, c'est aussi issu de l'immigration. Et c'est plutôt eux que l'on cible. Et comme il l'a dit, ça veut dire les cheveux blancs, mais les cheveux blancs, tout le monde les a. Donc, voilà. Donc, mais lorsque l'on utilise le terme Shibani, ça cible quand même, ça essentialise un certain public. Et comme il l'a dit, ce mot est petit à petit entré dans les mains, c'est nous quand on l'utilise, mais c'est nous qui l'utilisons. C'est vrai, pour nous, ça veut dire tous les vieux, entre guillemets. Donc, sans essentialiser la personne, et c'est important de le dire, mais il y en a encore qui ignorent ce mot, parce que nous, quand on l'utilise dans notre jargon habituel, et dans Shibani, il y a aussi les Shibaniya, qu'il ne faut pas du tout oublier, parce que s'il fut un temps où il n'y avait que des Shibani, je suis désolée de le dire, parce que toi tu as dit que toi t'en étais un, mais moi aussi j'arrive à un âge où on peut dire que je suis une Shibaniya, mine de rien, moi je ne dirais pas mon âge. Mazal. Si. Alors c'est des populations qui sont souvent confrontées à une forme de solitude, c'est quelque chose qui revient de façon récurrente. Déjà, on a le sentiment que en fait, à partir d'un certain âge, les gens peuvent être confrontés à cette solitude, mais là, on a presque le sentiment qu'il y a une double peine, parce que se greffe aussi l'exil pour un certain nombre d'entre eux, et donc ça rajoute une forme de complexité. Qui veut réagir là-dessus? Oui. Bon, bien sûr, il y a d'une part beaucoup de vieux migrants qui vivent avec leur famille. Donc avec leurs enfants, leurs petits-enfants et tout ça, je dirais, moi je dis, ça là, globalement c'est des privilégiés par rapport aux autres qui vivent tout seuls, je dirais, qu'ils soient parce que leur conjoint est décédé ou leur conjoint est décédé, ou bien ils vivent isolés dans des foyers ou des trucs comme ça. Et là par contre, il y a vraiment une double difficulté, quoi. Celle de l'isolement tout seul, dans une société malheureusement elle est de plus en plus, par exemple dans les foyers avant, il y avait des cuisines collectives, il y avait plus de vie, il y avait des mosquées, il y avait des cuisines. Maintenant, il n'y a plus rien. Ce qu'on appelle des résidences sociales, c'est des petites studettes, chacun il est enfermé chez lui, il n'y a aucun lieu collectif. Et là, je dirais, l'isolement, il est encore plus accentué. Après, peut-être tout à l'heure, on va parler un petit peu plus des droits et des discriminations auxquelles ils sont en but, parce que c'est ça. Oui, bien sûr, mais finalement, ça peut être lié aussi, parce que cet isolement fait qu'ils n'ont pas forcément accès à l'information, qui peut passer justement dans un foyer, dans des discussions avec d'autres personnes, et finalement, c'est peut-être un aspect qui est lié aussi. Peut-être vous pouvez parler de cette dimension-là. Moi, on m'a demandé de réfléchir un peu sur l'impact psychique du non-retour chez l'immigré maghrébin qui a vieilli. Alors vieillir en immigration, c'est faire face à des défis multiples, on en a un peu parlé, là, vous en avez un peu parlé, la précarité sociale, l'isolement, le sentiment de déracinement, et pour l'immigré maghrébin âgé, le non-retour constitue une expérience douloureuse et parfois même traumatique. Il ne s'agit pas seulement d'une impossibilité physique ou matérielle de rentrer, mais d'un véritable bouleversement existentiel. Celui de ne pouvoir clore le cycle migratoire par un retour symbolique au pays. Ce non-retour questionne profondément
l'identité du sujet, la transmission familiale et l'équilibre psychique construit tout au long de l'exil. Il réactive des blessures, renforce la solitude et met à mal les repères culturels et religieux qui structurent souvent le rapport à la fin de vie. Voilà, en introduction un peu sur l'aspect psychologique. Moi, je voudrais rajouter quand même quelque chose, parce qu'il disait il y en a qui vivent en famille, et puis il y a ceux qui vivent en foyer. Même lorsqu'il y a des couples, des Shivani et Shivaniya en couple, qui ont des enfants, il faut savoir quand même que les enfants, ils sont complètement intégrés à la société française, et ils ont leur vie à eux, et qu'aujourd'hui, on voit des personnes qui sont quand même isolées alors qu'ils ont des enfants parce qu'ils vivent à tel endroit, ils vivent à tel endroit, ils viennent juste les voir 10 minutes, un quart d'heure, enfin, ils voudraient manger avec eux, voilà, et ils repartent. Donc petit à petit, on assiste quand même à une espèce d'évolution où même ceux qui vivaient en famille se retrouvent petit à petit isolés. Heureusement qu'il y a le téléphone, heureusement qu'il y a le TikTok, heureusement qu'il y a Internet et toutes ces choses-là qui les aident parce que la plupart d'entre eux quand même ont ce téléphone, ont cet outil qui leur permet de... Mais que de plus en plus, on assiste à un isolement alors qu'il y a famille, autre élargie. Il y a la Ligue, bien évidemment, ces grands événements, mais je trouve que de plus en plus, on entre dans cette ère-là et c'est une évolution de ces familles qui ont finalement intégré l'individualisme, etc., la société dans laquelle nous vivons, tout simplement. Et alors, quels sont les outils, justement, qui peuvent permettre de briser ce cycle de solitude, même au sein des familles? Le café, en fait. Alors, nous, justement, on avait réfléchi à cela, mais nous, on s'était retrouvés dans une situation qui nous a amené à créer cet outil-là qui a été le Café social et solidaire El Kawa des seniors. C'est-à-dire qu'en pleine période de confinement, donc en 2020, on avait lancé, avec des habitants, etc., 80 couturières, on avait réussi à fabriquer des masques que l'on a commencé à distribuer avec tout le groupe parce qu'on était déjà militants, le Kawa n'existait pas, l'association existait mais elle était uniquement de terrain, pas de locaux, pas de salariés, rien du tout, groupe de militants, et on a distribué tous ces masques dans les quartiers dits populaires puisque nous c'était notre terrain de lutte. Et c'est à ce moment-là qu'on s'est aperçu, l'isolement, la peur, la précarité, où ces gens-là n'avaient plus aucun lien parce qu'ils étaient confinés et ils sortaient timidement pour aller venir récupérer le masque. Et en discutant avec eux, Mehdi, Aïcha qui était là exactement et puis bien d'autres, on s'est aperçu qu'on ne pouvait pas laisser faire ça. Parce que c'était petit à petit, non seulement ils étaient déjà isolés, mais c'était une double peine que de les confiner et de les réduire à presque rien. Et on s'était dit, il faut créer un lieu où ces gens-là, ce public-là, puissent venir se poser, se reposer, être en lien avec d'autres, même si on était en période de confinement, parce que ce confinement menait également à, je suis désolée, à une mort très lente, insidieuse, en tout cas. Donc ça faisait vraiment double peine. Et on a été un petit peu dépassé par les événements, parce que même ouvert en pleine période de Covid, personne ne nous a imposé par exemple de le fermer, alors qu'on aurait dû être confiné. Non seulement ça, mais les gens ont commencé à sortir, et rien que le fait de sortir, c'était déjà tout un travail mental et psychique de dire je vais sortir, rencontrer d'autres gens, m'asseoir, me poser quelque part. Et finalement, le café a dépassé un petit peu nos espérances, parce qu'un lieu qui se voulait militant, et on a été obligé de prendre des salariés, puis de planter des sauces. Ouais, il a fallu aller plus loin, et puis en allant plus loin, il a fallu ouvrir une deuxième salle, etc. Et ça nous a amené aujourd'hui à avoir le café, une galerie, un jardin partagé, etc. Et alors qu'en fait, c'était juste d'ouvrir un sas où ils pouvaient
se poser, être avec d'autres, exister. Et que c'était plus seulement une personne âgée, etc. C'était les appeler par leur prénom, etc. Et leur donner une identité. Et ça, c'était hyper important. Ça paraît con hein, de dire comme ça, de leur donner une identité, mais le fait d'appeler Michel ou Mohamed ou Ali, eh bien, c'était être reconnu, une espèce de reconnaissance et de légitimité. Et est-ce que vous avez constaté les effets bénéfiques sur les gens? C'est-à-dire, est-ce que vous les avez sentis plus épanouis, plus sûrs d'eux? Est-ce que ça leur a fait du bien? Est-ce que vous l'avez vu? Ah bah oui, c'était même flagrant, parce que c'est pas seulement ça, ça allait même au-delà, c'est que ces personnes-là, et d'ailleurs Kadi qui est là pour en témoigner, les gens utilisent la notion de famille. Quand ils viennent au café, c'est un lieu, mais avec un L, c'est pas n'importe quel endroit, c'est vraiment un lieu où ils peuvent exister, où ils peuvent être avec l'autre, où ils n'ont même pas besoin en fait d'acheter un café ou rien du tout. Il y en a qui passent leur journée là, il y en a qui viennent le matin et qui repartent, ils mangent même sur place, c'est-à-dire toute la journée. Donc c'est vraiment un lieu, je le répète, c'est eux-mêmes qui le disent, c'est un lieu, c'est familial. C'est la famille qui vient de retrouver. Elle veut parler, Kadi. Qui a à New York, elle a acheté une maison pour moi au Mali. Je suis allée, j'ai fait 2 mois. J'ai dit alors, je ne peux pas rester ici, j'ai la nostalgie du Kawa. Donc, revenir le plus vite possible pour aller au café. La nostalgie du Kawa, c'était ma 2e famille. Et vous y êtes souvent? Combien de fois par semaine? Je suis juste collée au coiffeur. Ah, c'est pratique? Oui, je suis juste à côté. Je suis toujours là-bas. Même si je ne peux pas marcher. Aïcha aussi voulait parler. Moi, je voulais juste revenir un tout petit peu. Tu parlais du Covid. Ouais. Il fallait aussi spécifier quand on a été voir le foyer. Ah oui. L'isolement des gens aussi qui étaient dans le foyer, comment ça a été difficile pour eux aussi, ne serait-ce que d'avoir des masques, qui montraient bien qu'ils n'étaient même pas informés correctement. Et quand on a voulu leur donner, ils nous ont mis un blocus pour même pas pouvoir la discuter avec eux. Alors qu'ils étaient dans un foyer, c'est comme s'ils étaient dans une prison en fait. C'est juste pour faire tu pouvais ramener ça aussi. Alors est-ce que ça pourrait être quelque chose qui pourrait se développer à Roubaix par exemple, ce genre d'initiative? Ça fait partie du projet, mais nous on a commencé très humblement avec des permanences juridiques, des permanences sociales, soit qui sont faites par notre salarié qui est une assistante sociale de formation. On a commencé par l'accès au droit, nous, en fait. On a réalisé qu'il y avait vraiment un vrai souci d'accès au droit. Alors nous, c'est pas les années 90, mais c'est le rapport, j'ai oublié le nom de ce député qui était socialiste de la Ligue de Colombe sur la question des Chibani, y compris sur la question des retraites. Si vous êtes un retraité espagnol ou portugais, vous pouvez aller passer votre retraite tranquillement au soleil au pays si vous le souhaitez. Si vous êtes un retraité algérien ou malien, eh ben, vous ne pouvez pas aller passer votre retraite tranquillement au pays parce qu'au bout de 6 mois, il faut rentrer. Et au bout de 6 mois, si vous n'êtes pas là au bout de 6 mois, vous perdez tous vos droits. Ça s'appelle une discrimination, c'est une inégalité de traitement. Et c'est aussi ça la République française, c'est qu'elle maltraite, y compris les gens qui ont reconstruit le pays, y compris même ceux qui l'ont libéré. Donc nous, sur notre histoire, on a beaucoup travaillé pour ça. Enfin, là-dessus, sur l'accès au droit, peut-être revenir sur pourquoi on en est arrivé là, c'est parce qu'on a commencé à réfléchir il y a plus de 10 ans, en 2013, autour des 30 ans de la marche d'ailleurs, parce que les marcheurs commencent à vieillir, on a quelques marcheurs historiques à Roubaix, en l'occurrence Saïd, Mohamed ou Slimane Tir, qui sont des vétérans maintenant, des Chibani comme nos voisins. Et on a travaillé sur cette mémoire-là, parce qu'une partie de la génération un peu plus jeune que la mienne, ils ne savaient même pas qu'il y avait eu en 1983 des jeunes français, des jeunes issus d'immigration dans les villes majoritairement qui se sont levés. Ils ont simplement demandé marche pour l'égalité et contre le racisme. La marche, c'est ça.
Bon, je ne vais pas vous refaire l'historique de la marche, ce n'est pas le moment, le braquage et tout ce qui a suivi, mais à l'origine, c'est pour l'égalité. Et on en est encore là, 40 ans après, à demander un traitement égalitaire. Ni plus ni moins. Appliquer la loi comme tout le monde. Quand vous êtes d'origine étrangère, particulièrement issu d'un quartier populaire, c'est un peu plus compliqué. Les discriminations, les rapports sont là, et y compris, elles se perpétuent, elles se transmettent. On est en 2025 et malheureusement, on n'est pas sorti de l'auberge. Donc nous, on a commencé sur cet accès, l'accès au droit. Et après, quand on a un peu bossé là-dessus, on est allé aussi sur la question du collectif, du loisir, des sorties. On a fait une sortie à Bruxelles qui est à 1 heure de chez nous. On a emmené un bus de Shibania principalement. Et il y avait des gens qui n'avaient jamais vu la ville de Bruxelles, qui est à 1 heure de chez nous. On a fini chez un pote qui a un superbe restaurant de poisson et qui avait arrivé une délégation de Shibania. Et il y a des gens qui m'ont dit « jamais été au restaurant de ma vie ». Du genre de truc qui marque en fait. Et on a fait une sortie à la mer, une sortie à la forêt, bref, des sorties pour faire autant que vous voulez sur le monde. Mais le fait de réunir les gens et qu'ils puissent avoir une activité culturelle, une sortie, une expo, un cinéma, on a invité 2 fois Nadir pour faire la projection sur film, des films en avril. On a accès à un cinéma d'art et d'essai, donc c'est plutôt sympa. Donc tout l'aspect aussi. Et après, il y a toute la question du bien manger et du bien vieillir. Et là, c'est un vrai sujet parce que quand on est une personne âgée, des fois, il faut manger un peu plus de ci, un peu plus de ça. Je ne suis pas nutritionniste. Mais on a trouvé une nutritionniste qui a bien voulu venir faire des ateliers cuisine. Alors, les ateliers cuisine, par contre, pas tout le monde veut manger. Donc, c'est aussi l'occasion de faire, de partager un repas, un repas équilibré. Donc, on a lancé ça. Et de fil en aiguille, on arrive à se dire, maintenant, il nous faudrait peut-être un lieu. Et on est là sur des locaux qu'on voudrait acheter d'ailleurs, pour être complètement autonome. C'est en cours de réalisation. On a trouvé les sous, donc ça c'est plutôt bien. Il faut nous dire comment vous faites. Nous aussi. On a trouvé les sous, on a trouvé le local, il faut que ça se fasse tout doucement, et on fera un lieu, alors les gens ils appellent ça un tiers-lieu. Ouais. Moi j'appelle ça un espace de vie commun, vous appelez ça comme vous voulez, peu importe le nom. Et je pense que c'est nécessaire d'avoir des lieux de vie, des lieux de rencontre, des lieux, ce que vous disiez, monsieur, des lieux collectifs. Moi, je vois très bien de ce qu'il parle, du foyer sur la Cotra où on allait distribuer des repas pendant le mois du Ramadan dans ces foyers-là. Il y avait des espaces où les gens pouvaient cuisiner, se retrouver, ou regarder la télé, ou discuter. Enfin, et ça n'existe plus. On est dans une société où on est dans la l'hyper-individualisation, chacun dans son coin. Et beaucoup de ces personnes âgées ont droit aussi à la rencontre, à la sortie. Et on l'a vu pendant le Covid, c'était terrible. Alors on a évoqué toutes ces initiatives pour apporter du bien-être, pour casser la solitude, mais il y a aussi toute cette dimension qu'on a très peu évoquée, toutes ces inégalités, ces droits qui sont bafoués. Est-ce que vous pouvez nous faire un peu un état des lieux? Bien sûr. Donc je vous ai dit tout à l'heure qu'à un moment, c'était la question de, pour avoir droit, il fallait avoir la nationalité française. Donc il y avait toute une bagarre juridique à travers les accords euro-méditerranéens et tout ça. Donc on a réussi à gagner pour les Algériens, les Marocains, les Tunisiens et ainsi de suite. Ce qu'il ne faut pas oublier, ici quand on parle de Chibani, comme tout à l'heure ça a été évoqué, tout ça, 90% des retraités de l'Afrique sont des Maghrébins, le Maroc, alors l'Algérie. Et il ne faut pas oublier, tous les retraités n'habitent pas en France. Beaucoup de retraités, moi j'ai apporté quelques chiffres, juste pour votre information, il y a quand même 138 000 Algériens retraités qui vivent en Algérie de façon leur conjointe, la reversion, c'est 224 000. Donc, ils sont plus nombreux que les Espagnols, que les Portugais. Les Marocains, il y en a 40 000, je dirais. Donc, il y a des retraités qui vivent là-bas. Et après, ceux qui vivent ici, pour des raisons X et Y, il y a beaucoup de gens qui ont travaillé au noir, qui n'ont pas été déclarés, qui travaillent en intérim, qui ont oublié leur fiche de paie. Moi, je me rappelle, il y avait dans les années 75, quand vous allez, surtout il y avait beaucoup de travail en intérim parce qu'on était payé mieux,
L'intérêt de nous donner une fiche de paie et ils nous donner en espèces. Ils nous payent en espèces. Une enveloppe. Et donc beaucoup de gens pensaient que la fiche de paie, elle servait juste à vérifier qu'est-ce qu'il y avait à l'intérieur. À 1200 francs, donc tu comptes, tu regardes la fiche de paie, d'accord, 1200 francs, c'est bon. Et la fiche de paie, il la balance. Parce que l'essentiel, c'était avoir. Et donc, il y a beaucoup, je dirais, de trous dans leur historique. Alors, une fois arrivé à la retraite, on se retrouve avec des petites retraites. 500, 600 euros et tout ça. Ceux qui ont travaillé, ils ont une retraite normale, je dirais, à partir de 1000 euros. Ceux-là, ils ont une retraite occupante, ils n'ont pas besoin d'aide. Ils peuvent aller chez eux, je dirais, vivre définitivement, et tout ça, il n'y a aucun problème. Par contre, ceux qui ont cette aide-là, qu'on appelle l'allocation de solidarité pour les personnes âgées, avant de l'appeler le minimum vieillesse. Et donc, celle-là vous donne le différentiel jusqu'à 1060 euros. Vous avez une retraite de 500 euros, vous avez une retraite complémentaire de 100 euros, ça vous fait 600 euros. L'État vous donne 500 euros jusqu'à arriver à 1060 si vous êtes tout seul, un complément. Si vous êtes en couple, c'est jusqu'à 1600 euros. Donc, et là-dessus, donc nous on était contents, on s'est dit tiens, ben, il n'y a plus de discrimination concernant la nationalité. Sauf que la Caisse nationale d'assurance vieillesse a dit non, attendez, d'abord il faut que la personne elle réside ici en France plus de 10 ans, dans ce cas-là, majoritairement les étrangers. Sauf qu'il faut qu'il reste ici pendant une période de 6 mois. Et là il y a un problème. Beaucoup de gens ne comprenaient pas. Ils pensaient que c'était une retraite complémentaire et tout ça. Et donc les premiers contrôles ils ont commencé. Les premiers contrôles ils ont commencé dans les foyers, on a créé un collectif, on a créé Justice et Dignité pour les Chibani, avec des associations un peu partout en France, Toulouse, Marseille, et Clermont-Ferrand, Strasbourg et en région parisienne. Et on a mené toute une série de bagarres, d'occupations, de meetings, de ceci, de cela, auprès des CNAV, des Caisses nationales d'assurance vieillesse, pour leur dire arrêtez les comptes. Alors là, à cette période-là, il y avait la haute autorité de lutte contre les discriminations. Elle a considéré que c'était discriminatoire. Elle a demandé à la CNAV sur quelle base vous contrôlez certains et pas d'autres. Ils n'étaient pas capables. Il y avait des foyers dans lesquels ils débarquaient votre passeport et le remarquer quand est-ce que vous êtes sorti, quand est-ce que vous êtes rentré. Si vous êtes rentré ou sorti plus que 6 mois par an, on vous retire l'ASPA et on vous demande de rembourser. Et les remboursements, des fois, c'était une grosse somme, c'était des 20 000, 30 000 euros. C'était mortel, je dirais, pour les gens. Alors, d'une part, on te retire l'ASPA, et d'autre part, on te retire l'APL quand vous habitez. Parce que pour l'APL, pour habiter dans le logement, 8 mois. Et donc, il faisait du père du coup. Et donc, beaucoup de gens, avec une petite retraite de 400 euros, ils ne peuvent pas vivre ici et payer un loyer, tout ça. Et donc, ce collectif-là, il a mené toute une série. Alors après, il y a eu le... Et aujourd'hui, ce combat, il en est où? Alors, c'est encore pire. Là, la dernière réforme de la retraite, elle a augmenté la présence en France de 6 mois à 9 mois. Donc, on est dans un délire. On ne comprend même pas quel est l'intérêt. Quel est l'intérêt? En plus, ça, c'était Retailleau, qui était président de la commission au Sénat, qui a proposé, et Attal qui a accepté. C'est de manière sous-jacente, c'est toujours la même chose. C'est l'histoire des fraudes qui arrivent là, et c'est pour ça qu'ils ont augmenté. Quelle est la fraude? Là, une personne qui réside ici en France depuis 6 mois, si vous l'obligez à rester ici en France 9 mois. Ce qu'on ne fait pas avec un retraité qui vit au Portugal 9 mois. Alors, dans l'absolu. L'administration française, elle raisonne de cette manière. Dans l'absolu, tout le monde est soumis aux mêmes conditions. La réalité, c'est le contrôle. Et le contrôle, il se passe sur quoi? Elle base sur une base de la naissance. C'est même pas la nationalité. Parce qu'à un moment, sur la question de la nationalité, là, elle a considéré que c'était discriminatoire de demander un passeport à un étranger et pas à un Français. D'accord? Le lieu de naissance, si vous êtes né à l'étranger, et particulièrement au Maghreb. Et là, on a remarqué, c'est systématiquement que les Maghrébins qui sont visés par les contrôles, et surtout quand vous êtes tout seul, c'est encore pire. Donc là, il y a dessus, je dirais, pareil, je dirais, on n'arrête pas. Malgré ça, bon, il y a eu quelques avancées, mais par exemple, sur la question de la fraude, on vous demande bien sûr de rembourser, et on vous met une amende de 1 500 euros pour fraude.
Normalement, il y a une loi qui dit que s'il n'y a pas de fraude, parce que l'intéressé n'a pas fraudé, il ne doit pas restituer l'argent. Sauf que les gens ne connaissent pas. La deuxième chose, quand tu dis, bon d'accord, j'ai habité à l'extérieur pendant une durée X et Y, maintenant, ça y est, je veux habiter en France. Vous avez le droit de demander la ça. Premier jour, puisqu'il habite en France. Eh ben, c'est majoritairement les gens, ils ne le savent pas. Donc il y a d'une part, il y a une discrimination qui est flagrante, qui vise qu'un certain public. La deuxième chose, c'est la méconnaissance et le non-recours au droit. Par exemple, y compris pour les Français, hein, quand vous ne connaissez pas vos droits, vous ne savez pas, vous pensez que c'est normal. Par exemple, ils ont constaté que 10% ça c'est la dernière étude faite par la CNAF, 10% de personnes qui ne font pas des collaborations. Mais comment on fait pour accompagner ces gens, pour les informer? Alors la CNAF, maintenant, elle a fait, dans certains tests, ils appellent les gens pour leur faire. Le problème, c'est que majoritairement, on n'appelle jamais les étrangers. Oui, puisqu'on était là aussi, quand on a fait le Kawa, mais avec aussi El Zayed et également où on a dû faire une manifestation devant la CNAF, parce que, en fait, comme ils ignorent leurs droits, eh ben, ils ne les demandent pas. Donc, ce qui fait que, tout comme ils le font, mais la première chose que lorsqu'on a commencé au Kawa, ça a été aussi d'ouvrir tous les matins des permanences administratives, nous parfaites par contre par des bénévoles. Parce que les gens, mais tous, hein, mais tu as raison de souligner qu'il y a aussi des Français qui, en plus tout est numérisé. C'est-à-dire qu'il y a une fracture numérique qui fait que des gens marginalisés sont doublement marginalisés. Ils ignorent leurs droits. Quand ils veulent avoir leurs droits, ils ne peuvent pas les avoir parce qu'il faut passer par Internet. Et tout se fait par Internet. Des fois, un coup de fil, un simple appel téléphonique, il dure près de 3 quarts d'heure parce qu'on a un truc qui tourne et qui tourne et qui tourne et qu'il faut refaire. Alors les gens disent, mais j'ai juste pour téléphoner. Et ça devient invraisemblable. C'est-à-dire qu'on fait tout pour que ces personnes aient des obstacles pour ne pas réclamer ces droits-là. Et donc c'est de la discrimination indirecte, mais qui persiste. Et c'est vrai qu'à un moment donné, on a dû monter au créneau, et d'ailleurs on avait emmené, nous aussi on avait emmené un cas de Chibali pour aller manifester à la CNAF pour réclamer ces droits. Alors normalement ils ont dû, parce que tout se fait par téléphone, par Internet, et il n'y a plus de proximité. Et ça touche tout le monde. Et ça touche tout le monde, hein. C'est pas seulement les Chibani, mais eux ils savent déjà pas lire, ils savent pas faire les papiers, mais en plus de ça, maintenant tout se fait par ce biais-là. Donc c'est vrai que ça pose quand même encore question. Et justement, docteur, ça peut aussi. Rappelle-moi Youssef. Docteur Youssef, ça peut aussi provoquer une anxiété encore plus importante de se retrouver confronté à ce genre de situation. Oui, au minimum une anxiété, mais parfois c'est quasiment un traumatisme chez certains. Alors, bon, moi on m'a demandé d'intervenir sur quelque chose de très spécifique, hein, c'était l'impact dans la tête des vieux et des vieilles de l'absence du retour en bled. Hein. Voilà, donc la vie ici, pour un vieil immigré qui ne peut pas rentrer chez lui, il ne peut pas terminer son cycle migratoire de manière symbolique. Comment ça se passe pour lui dans sa tête? Eh bien, dans sa tête, s'il y a une faillite identitaire, il y a de l'anxiété, il y a de la dépression, il y a des symptômes comme ça qui se manifestent d'ailleurs à certains égards par le corps, mais pas seulement, hein, simplement ce qu'on appelle les somatisations, des types ils se plaignent de tel organe, etc. Mais pas seulement, hein, c'est pas spécifique. Hein. On dit ça en mettant en avant le fait que chez certains maghrébins, il y a quasiment une incapacité d'élaboration psychique. Donc c'est pour ça qu'il y a un court-circuit et que ça passe par le corps. Ceci étant, c'est des réflexions qui datent de très longtemps, puisque c'est l'école psychiatrique d'Alger qui était particulièrement entrée dans le versant colonial, qui a sorti un petit peu ces choses-là. Mais voilà, quoi, il y a un certain nombre de symptômes qui sont mis en évidence.
Et puis les gens qui ne peuvent pas rentrer chez eux, eh bien, il y a une transmission qui peut plus se faire. Il y a, voilà, quoi, le type, il n'a pas terminé tout l'aspect de son parcours migratoire. Il y a une trajectoire qui est brisée. Par exemple, il y a le mythe du retour qui est totalement cassé quand tu ne peux pas rentrer chez toi. Tu ne peux pas rentrer chez toi pour mourir et pour y être enterré. Et quand le mythe du retour qui structure finalement tout au long de l'existence de l'immigré, qui lui structure sa vie et qui lui permet de supporter les difficultés, qui lui permet de supporter la misère, etc. Parce qu'il se dit, bon, un jour je vais rentrer chez moi et que ça sera quand même autre chose, je vais au moins retrouver la famille et je vais mourir tranquillement au bled, etc. Ça ne lui est pas permis. Donc c'est quelque chose de, je dirais, d'atroce pour certains. Ce qui est en plus majoré par les difficultés qu'ils rencontrent au quotidien. C'est toujours majoré. Ces difficultés-là, elles sont quasiment, elles sont dans le quotidien des personnes. Alors, et je terminerai là-dessus, si vous me permettez. Il y a un truc qui est très particulier chez certains immigrés. On dit tout à l'heure qu'il y a la fracture numérique, qu'ils ne savent pas lire, qu'ils ne savent pas écrire, etc., etc. Il y a quelque chose quand même de très particulier, de très paradoxal, c'est que parfois on rencontre, en tout cas dans l'exercice professionnel, on rencontre des gens qui viennent avec un dossier comme ça, avec plein de papiers, des ordonnances, des trucs comme ça, et tu leur demandes un papier, ils viennent, ils te tirent le, ça peut dire, ils te tirent le bon papier, ils te donnent. C'est fabuleux quand même. Oui. Ah oui. Les parents sont comme ça. Vous me permettez, je voulais juste demander, est-ce que ça concerne les gens qui touchent que la SPA en complémentarité de leur retraite? C'est-à-dire que les gens étrangers qui ont quand même toute leur vie en France, qui touchent une retraite normale, eux, ils sont assignés aussi à 6 mois ou pas? Non. C'est que ceux qui oui. Là, c'est pas, on est d'accord. Oui. Globalement, les personnes ici en France, il y a 500 000 personnes qui touchent la SPA. Hein. On est 16 millions de retraités en France. Hein. C'est énorme. C'est presque un quart. Et sur les 500 000, il y a un quart qui sont des étrangers. Bien sûr, on parle d'étrangers, il peut y avoir des immigrés qui ont pris la nationalité française, mais là, uniquement les étrangers, il y a un quart. Donc il y a autour de 100 et quelques mille qui touchent la SPA. Je parle de la SPA, je ne parle pas de la SASPA qui est autre chose. D'accord. Mais ce qui rajoute, je dirais, un petit peu à cette souffrance-là, c'est la question aussi de... C'est une discrimination, je dirais, de fait. Par exemple, une personne qui vit tout seul et tout ça, qui est d'origine étrangère, ben, les assistantes sociales ne vont pas vers lui directement. Ou bien même si lui fait la démarche, ben, les assistantes sociales, elles ont du mal à lui conseiller l'APA, l'allocation pour les personnes âgées, le portage de repas. Par exemple, quand vous regardez presque toutes les villes, dans toutes les villes, il y a des structures d'accueil pour les vieux. Pour les seniors, pourquoi? Parce que c'est des gens qui veulent voter toujours pour le maire qui le truc. Ben, moi, ce qui m'embête, c'est que je ne vois jamais de personnes chez nous. Je ne vois jamais de maghrébins. Il n'y a que des blancs. Et je dis pourquoi? Parce qu'on n'ose pas. Il n'y a personne qui nous a dit une fois les noms sont des lieux qui ne sont pas pour nous. Des fois, peut-être qu'il n'y a pas une interdiction formelle. Mais nous-mêmes, on se fait des interdictions. Il y a des barrières psychologiques. C'est ça, il y a des barrières psychologiques. Donc peut-être, je dis peut-être, je ne dis pas, peut-être que des associations comme les vôtres et tout ça, peut-être qu'ils peuvent aider les gens à participer, parce qu'il y a, je ne sais pas moi, ils font le repas, ils font des sorties. Ça aussi, je dirais les villes, hein, qu'elles soient de droite ou de gauche. Hein. Vraiment, elles gâtent le troisième âge. Parce que je gâte le troisième âge qui vote. Bien sûr. Mais n'empêche, on est résident de la ville et il y a une dotation budgétaire qui arrive en tant que résident, sans que soit votant ou pas votant. Hein. L'État le donne en fonction du nombre d'habitants dans la ville. Donc, on participe de façon indirecte, je dirais, à la richesse de la ville. Donc, on peut bénéficier de ça. Et je vous ai dit tout à l'heure, il y a la question aussi d'isolement. Quand on regarde un petit peu dans les hôpitaux, il a parlé de trucs comme ça. Pareil, quand une personne elle est toute seule, il y a personne qui va la voir, je dirais, à l'hôpital, quand elle est malade, tout ça, parce que malheureusement, je dirais, quand on dit vieillesse,
on dit aussi maladie. Il y a un préjugé raciste également. Dans le sens que tu dis que les assistantes sociales ont du mal à... c'est souvent le préjugé raciste qui prédomine là-dessus et qu'on retrouve effectivement en médecine avec certaines pathologies dont on affule les immigrés, le syndrome méditerranéen, la sinistrose, etc. Et on est dans un moment aussi où politiquement c'est des idées plutôt de droite, voire d'extrême droite. On parlait de Bruno Retailleau tout à l'heure qui met une pression sur ces... Non, mais je pense au-delà de ça, je prends un autre exemple qui est aussi une forme de discrimination et de racisme institutionnel. Quand on voit comment la France a traité ses soldats, il y a, pour ceux qui connaissent le retour des soldats franco-sénégalais ou d'origine sénégalaise à Tiaroy, et qui sont massacrés, tués, enterrés, on ne sait même pas où sont les corps, en 2025. On espère que le nouveau président du Sénégal puisse ouvrir les dossiers historiques. Quand on voit que les soldats qui ont fait 39-45, l'Indochine et toutes les guerres coloniales, il a fallu indigènes, il a fallu Chirac, que Bernadette et M. Chirac versent entre guillemets une larme en merci Samy Boutelja, Debouze et compagnie pour ce film. On est dans un pays qui, y compris, maltraite ses soldats. Donc imaginez-vous les travailleurs. Donc, on est dans quelque chose de profond, de profondément raciste, colonial, injuste, inégalitaire. Et quand on se bat pour la question, entre guillemets, de la justice ou de l'égalité, on ne demande rien de spécial, on demande juste un traitement égalitaire. Le principe de l'égalité de traitement, c'est pour tous les citoyens. Donc, et il y a quelque chose de l'ordre de l'impensé qui est dans la reproduction au quotidien, et malheureusement on n'arrive pas à s'en sortir. Et c'est même parfois entretenu au plus haut sommet de l'État par le ministre, par une forme de racisme institutionnel, disons les choses clairement. Le climat actuel, il est ce qu'il est, parce qu'il y a aussi une libération d'un parent raciste. Il y a des médias qui se lâchent quand on voit les chaînes d'information, la presse écrite et certains milliardaires qui investissent dans la presse pour pouvoir diffuser des idées nauséabondes et dangereuses pour la cohésion nationale. Et ça, on le dit, on le répète depuis 30 ans et on cessera de le répéter. C'est des gens qui attisent le feu, la haine, et les conséquences, elles peuvent être graves. Mais à part le dire, le dénoncer, le crier haut et fort, qu'on est pour la justice, pour l'égalité, pour la liberté, pour la fraternité, voilà, on fait ce qu'on peut. Au niveau de là où on est, à notre niveau, est-ce que les gens me disent « Ah, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse hein ?» Tu as quelque chose à faire. Alors, entre ceux qui me disent, comme je les appelle les Yaka Faucons, vous connaissez cela? Yaka Faucon, Yaka Faucon. Ok, assis-toi, parce que maintenant, bon, comment on fait? Vas-y, comment on fait? Donc, nous, on a commencé avec ça, on a fait des trucs, mais si la société civile, les militants, vous les appelez comme vous voulez, ne se mobilisent pas, ça commence là où vous êtes, dans votre quartier, dans votre ville, à votre niveau. Donc on a une part de responsabilité, on n'a pas toute la responsabilité. L'État a sa responsabilité, les collectivités territoriales ont la responsabilité, le mouvement associatif a la responsabilité. Après, il y a la responsabilité individuelle et collective. Donc ça ne sera pas son... Moi, je voulais ramener un paramètre. Moi, je dis clairement qu'on a effacé toute l'histoire, toute cette histoire-là. On a rendu amnésique la jeunesse, donc qui n'a pas d'histoire sur les guerres coloniales, sur le blanchiment justement des soldats au lendemain de la victoire de la Deuxième Guerre mondiale. On a effacé cela. Et c'est grâce, tu as raison de le dire, à ce film et à d'autres combats qui ont été menés, que petit à petit, on est obligé, nous, de reconstituer notre propre histoire qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Parce que même les ouvrages qui ont été écrits, ils seront, voilà, c'est pas de la lecture que les jeunes ont. Donc il n'y a pas d'histoire. Donc les discriminations s'inscrivent dans bien évidemment, parce que s'inscrivent et puisqu'il y a total effacement. Il y a un deuxième paramètre
c'est que la première vague d'immigration, elle était algérienne, hein, la nôtre, celle de nos parents, notamment les miens, mais c'est aussi cette histoire qui a été écrite pour dire que ces gens-là, ils viennent ici travailler, mais ensuite ils vont repartir dans leur pays. Donc on ne leur a pas donné de droit, parce que de toute manière, ils allaient partir, et point basta, une fois que la France était reconstruite, ils allaient repartir. Sinon qu'ils ont fait des gosses, sinon qu'ils ont décidé de rester, qu'importe pourquoi ils sont restés, mais il aurait été difficile de retourner au pays puisque les gosses ne voulaient pas suivre, et que en fait il y a toute une immigration qui n'est pas repartie. Et moi je dirais qu'on a cassé le mythe du retour, parce que dans les années 83, et ce grâce à la marche, on a dit j'y suis, j'y reste. Et la France s'est trouvée confrontée à une immigration vieillissante qu'ils n'avaient pas, je dirais, entre guillemets, dans lesquels ils n'avaient pas investi, notamment socialement, etc. Donc, les droits, c'est vrai, pour les acquérir, eh ben, je suis désolée de le dire, il faut se battre pour les avoir. Et quand on a eu affaire à une vague migratoire qui était quand même, pour la majorité d'entre eux, analphabètes, puisqu'on allait les chercher dans les villages, etc., et qu'il fallait avoir des bêtes de somme, donc il fallait surtout qu'ils soient analphabètes trilingues, puisqu'ils étaient là pour bosser, point barre, oui. Et que là, on se retrouve maintenant, aujourd'hui, à des Chibani, qui sont toi, qui sont moi, mais qui sont ceux que nous fréquentons, et qui, eux, réclament les droits qu'ils doivent avoir, français ou immigrés, qu'importe, parce qu'avec le nom patrie catholique, de toute façon, on est essentialisé. Et à partir de cela, ça pose question. Donc c'est vrai qu'à chaque fois, il y a une marginalisation de ces personnes-là, et c'est là où se taire, c'est insidieux, où cette discrimination se taire est ancrée, parce que comme tu l'as dit, elle est institutionnelle. Et donc il faut à chaque fois se battre. Je pense aussi à ces mineurs là, dans la région du Nord, les Marocains, qui n'avaient pas du tout les mêmes prestations que les autres et qui ont dû se battre pendant des années et des années pour enfin acquérir leurs droits au même titre que les Français. Ça veut dire qu'on peut réussir parfois à obtenir des choses. Et ouais. C'est le cas notamment la lutte paye toujours. Des anciens employés de la SNCF marocaine. Et bien c'était cela dont je parlais. Voilà. Il y a les mineurs marocains aussi de chez nous. Je me souviens plus comment ça il a mené un combat historique, mais faut juste se rappeler, la lutte paye toujours, tôt ou tard, même si c'est très lent. Mais ça coûte. Ça coûte à ceux qui l'amènent, la lutte, c'est long. On peut y laisser, il y en a qui ont laissé leur vie, il y en a qui ont laissé leur famille, leur santé. Voilà, moi je suis de ce principe-là plutôt optimiste en disant qu'il faut lutter pour exister, il faut résister là où on est, mais c'est vrai que ça a un coût, mais on n'a pas le choix. C'est ça où tu te fais maltraiter, où tu te fais marcher dessus. Après, c'est des choix, c'est pas simple, c'est pas évident. L'engagement, non, il y a aussi un combat au niveau de la communication aussi qui doit être porté pour que les gens soient au courant. Oui, bien sûr. Que les gens sachent. Oui, mais il y a des moyens de transmission, entre guillemets. Mais pour revenir à l'engagement et à la responsabilité individuelle et collective, tout ça a un coût. Mais c'est nécessaire et utile. De toute façon, sinon, on va continuer entre guillemets à être maltraité ou de ne pas pouvoir accéder à nos droits. C'est ni plus ni moins une bataille pour l'accès aux droits, surtout. Mais déjà, on commence déjà par exister politiquement. Ça, c'est notre charme. Montrer qu'on est visible, parce que pour l'instant on est invisible, donc on ne va pas voter, ça ne compte pas dans les statistiques, donc ils ne feront rien pour nous. On le voit bien avec d'autres communautés, quand ils vont voter, ils font un peu plus attention. Voilà. Je crois que ça, c'est pas à nous, ça. C'est à eux, c'est nous. Est-ce qu'on s'engage ou on ne s'engage pas? Quelle que soit la génération d'ailleurs. Bien sûr, quelle que soit l'immigration. On a d'autres, voilà, ils y sont, on s'occupe d'eux, nous on s'occupe pas de nous. Donc c'est à nous d'aller batailler, voilà, et si vous n'êtes pas là, c'est une catastrophe, vraiment. Donc la jeunesse qui arrive, là, il y a une partie qui est politisée, qui commence à, voilà, mais il y a une grande partie qui sont loin de tout ça, c'est une réalité aussi. C'est vrai qu'ils n'ont pas les mêmes problématiques que les Chibani, à proprement dit, mais... Et quand c'est trop politisé, c'est soit du séparatisme, soit d'entrisme. Oui, il faut trouver le truc entre les deux.
Il faut être plus malin que si vous êtes séparatiste ou autriste ou frériste ou liste ou... Ah, mais parce qu'on ne quémande pas en fait. Non, je suis les Chibani, c'est une histoire universelle. Normalement, elle devrait toucher tout le monde. Normalement, elle devrait toucher tout le monde. Ouais. Et alors... moi, je voudrais juste rajouter quelque chose, c'est parce que tout à l'heure, quand il a dit, voilà, il y a Chirac qui a versé une petite larme et tout ça, des fois, je dis, c'est bien les larmes qu'il verse. Hein. Moi, ce qui m'intéresse, moi, juste, c'est les actions concrètes. Hein. Vous savez, je ne sais pas, je me rappelle plus les chiffres, c'est énorme. Hein. Je sais pas, il y a 100 000 Algériens, pour lesquels on leur a toujours dit, par exemple, pour des pensions de retraite, je parle des personnes qui ont fait 15 ans d'armée, hein, et leur conjointe, elle devrait bénéficier de ça. Eh ben, ils ont toujours été discriminés, ils touchaient le 1/10. Même il y a une retraite du combattant qu'on la donne symboliquement à toute personne qui a fait l'armée pendant 3 mois, une unité combattante, on vous donnait autour de 1000 €, un truc comme ça. Même celle-là, elle était divisée pour un Maghrébin, il touchait 80 €, alors qu'un Français touchait. Donc, vous la payez en francs CFA pour certains. Alors, oui, bien sûr. Alors, même s'il y avait des avis du Conseil d'État, de ceci, non, on ne peut pas leur donner plus parce que ça risque de déstabiliser les économies des pays du Maghreb. Qu'est-ce qu'on raconte? Ils étaient tous les deux dans le même tranché. Ils ont fait 15 ans d'armée. À celui-là, tu lui donnes une retraite de 1000 € par mois, et à celui-là, tu lui donnes une retraite de 100 € par mois. De quoi tu me parles? Eh ben, toute la question de l'égalité de droit. Tout à l'heure, pareil, il a parlé de Alexis Bachelet, c'est au niveau du Parlement. Au niveau du Parlement, ils en ont fait en 2013, hein, une commission, tout ça. Ils ont invité tout le monde, mais vraiment tout le monde. Tout le monde pleurait. Hein. Vraiment, moi, j'étais hyper satisfait. Je me suis dit, tiens, il y a le regard qui a changé. Que ce soit des caisses, que ce soit des institutionnels, tout le monde. Hein. Vraiment, il y avait même Borloo qui veut. Il y avait tout le monde. Et je me dis, tiens, c'est bizarre. Ils nous adorent. Tous ces gens-là, ils compatissent à nos problèmes et tout ça. Après, une fois qu'on a... Après, il y a eu le rapport. Après, il y a eu 82 propositions. Dans les 82 propositions, il y en a 2. Il y en a une sur la nationalité, pour les Maghrébins, ceux qui ont plus de 25 ans et qui ont plus de 65 ans et qui ont un enfant français. Donc, ils peuvent demander la naturalisation. Les 3 quarts n'ont pas entendu. On peut leur donner la nationalité par déclaration. Le problème, c'est où est-ce qu'il se pose? Il se pose pour les gens qui ont des enfants ici. Par exemple, tous les gens qui habitent dans les foyers qui sont isolés, ceux-là, ils ne peuvent pas prétendre. Des fois, je leur dis, moi, vous savez, hein, moi, je remplis ces conditions. J'ai plus de 25 ans, j'ai 2 enfants qui sont français, et j'ai plus de 65 ans, et ça ne m'intéresse pas, votre nationalité française. D'accord? Mais donnez-la aux gens qui en ont besoin. Donnez-la aux gens qui en ont besoin. Non. La deuxième chose, c'est une carte de résident permanente. Là, il existe déjà dans d'autres pays européens. Ici, en France, elle existe dans la loi. Bon, ils l'ont rajouté en 2016. Sans qu'on la demande. On devrait nous la donner. C'est écrit dans le texte. Moi, j'ai été au tribunal 2 fois contre la préfecture. Quand j'ai voulu renouveler ma carte de résident, dans le texte, c'est marqué à durée illimitée. La carte de résident à durée illimitée pour les personnes qui ont plus de 65 ans. D'accord. J'y vais, j'écris un courrier au préfet. Il refuse, je vais au tribunal administratif, je gagne 1000 € et je l'oblige. Il me rajoute permanent. Je leur dis non, permanent, mais à durée illimitée. Non, on n'a pas de logiciel, on n'a rien. Donc pareil, je reviens au tribunal. Vous savez, même quand il y a des lois, des textes qui sont pour nous, ils ne sont pas appliqués. Le drame, il est là. Des fois, je leur dis, même quand vous faites quelque chose, par exemple, il y a Borloo, je vous rappelle, en 2007, il a sorti une loi qui était pas mal. Il dit, voilà, les gens qui habitent dans les foyers, moi, je ne veux pas les assigner à résidence. Je veux qu'ils, au lieu qu'ils touchent la SPA, parce que la SPA, elle est conditionnée par la résidence en France, moi, je vais leur donner une aide qu'on appelle l'aide à la réinsertion familiale et sociale, et ils peuvent rentrer chez eux comme ils veulent. D'accord, on a dit ça. Même si c'est pas comme la SPA, c'est autour de 600 €, hein, maximum que tu vois. Sauf que le problème, c'est après, il faut le décret d'application. Le décret d'application n'est jamais sorti. Il est sorti en 2016. Quand il est sorti tordu. Ah bon, en tous les cas, jusqu'à aujourd'hui, il n'y en a personne qui en a bénéficié. Pour la simple raison, c'est parce qu'on nous fait des complications administratives
Alors, vous disiez à l'instant qu'en fait, même quand la loi est de notre côté, on lui tord le bras en quelque sorte. Qu'est-ce qu'il faut faire? Multiplier les actions en justice? Parce que vous l'avez fait, mais en fait, il y a beaucoup de Chibani qui se disent « Ah bah s'ils m'ont dit non, c'est la justice française, c'est la loi », ils n'imaginent même pas qu'on est en train de leur mentir. Il faut avoir les moyens d'être testé en justice. En même temps, il y a aussi le c'est un avocat, c'est des frais, c'est énorme. C'est énorme. Et la justice, tout le monde le sait, elle est lente. Donc s'investir, et c'est aussi ça qui fait que plein de gens abandonnent leurs droits, parce que acquérir son droit, c'est se mettre dans le bus, c'est une course à l'obstacle, etc. Voilà. Donc, ne serait-ce qu'un dossier de CMU, les gens ils viennent parce qu'ils n'ont pas d'argent, ils font une demande de CMU, ils font leur dossier, ils pensent qu'ils ont tout, mais ils déposent, ils reviennent, maintenant il manque ça. Vous remettez, déposez, donc vous attendez 3 semaines, 1 mois pour la réponse, il manque encore ça. À force, les gens lâchent. Il ne faut ni dossier de CMU, ni rien du tout. Résultat, ils ne vont pas se soigner, ils vont pas... En plus, il y a des conséquences derrière. Et ça, c'est fait pour tout. Pour tout. Tout à l'heure, je vous ai parlé des pensions de relation, particulièrement pour les personnes qui ont leur conjointe là-bas au bled. Moi, je vous parle en connaissance de cause, il y a des gens qui nous écrivent justice, tout ça, et ils attendent pendant 2 ans, 3 ans une réponse. Son conjoint, il est décédé, certes. La femme, elle a le droit à la reversion de son conjoint. Tu fais la demande et il n'y a pas de réponse. Parce que pour des raisons X et Y. Alors même quand tu les attaques en justice, il faut résider ici en France. Donc on est vraiment dans des trucs inimaginables. Et en même temps, tout à l'heure, il a utilisé le terme de la fraude. Parce qu'on est sous son lit de fraude. Il y a une suspicion permanente. Suspicion permanente. Maintenant, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont dire, voilà, surtout, bien sûr, parce que tout le monde sait que maintenant les Algériens sont dans le collimateur. Les Algériens, c'est des fraudeurs. Alors, qu'est-ce qu'on a dépêché ces derniers temps, c'est en 2025, dépêché 2 fonctionnaires pour qu'ils puissent descendre en Algérie, parce que, paraît-il, il y en a, je ne sais pas, une quinzaine de centenaires. C'est pas normal que les Algériens aient jusqu'à 100 ans. Non, il faut contrôler. On envoie 2 fonctionnaires. Vous imaginez qu'ils vont rester là-bas. Et par ailleurs, on va dorénavant, parce qu'on envoie un certificat de vie chaque année. Là, c'est fini le certificat de vie. Parce que, paraît-il, ça triche et tout ça. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Avec une application, paraît-il, tu photographies et tu leur envoies la photo. Comme ça, eux, ils vont savoir est-ce que c'est toi qui est toi. Mais ça existe que pour les Algériens. Non, pour tous les étrangers. Elle n'est pas encore. Comment ils reconnaissent que c'est lui? Comment ils peuvent reconnaître que c'est lui, que c'est pas le cousin qui lui ressemble? En tous les cas, d'abord demander à quelqu'un, un vieux, je dirais, de savoir utiliser l'application de ça, par exemple, personnel, je suis nul là-dessus. Donc, il y a un vrai problème. Pourquoi? Et on essaie d'accentuer les contrôles. Quand on regarde un petit peu les contrôles, d'ailleurs, on regarde un petit peu plutôt les personnes qui n'ont pas accès à leurs droits. Je dis leurs droits. Est-ce que les enfants des Chibani ont conscience de ça? Parce que tout à l'heure, tu évoquais le fait qu'il y avait un individualisme qui avait rattrapé aussi ces familles-là. Et est-ce que de l'intérieur, finalement, ils ne peuvent pas trouver peut-être plus de soutien? Parce qu'on a l'impression que même les familles sont désemparées de cette situation. Oui, ce que j'allais dire, ça dépend des familles, ça dépend des liens pour les enfants avec leurs parents. Tu parles des enfants de Chibani, c'est nous, non? Des enfants Chibani. En plus, il a raison. Mais chaque génération a des nouveaux Chibani. C'est-à-dire, moi je me prends en exemple, mais bon, c'est tout à fait normal. Moi je me suis battue pour que ma mère puisse avoir cette pension de reversion dont tu parles. Pourquoi? Parce que je sais écrire, parce que je sais lire, je sais téléphoner, je sais aller au casse-pipe quand il faut y aller. Donc elle a vécu jusqu'à la fin de sa vie en France. Voilà. Donc elle a pu obtenir ses droits, ces trucs également, le minimum vieillesse, elle l'a obtenu. Mais tous ces droits-là, parce que moi je suis au fait même. Mais il y a des gens qui ne sont pas du tout au fait, qui sont pas ça. Parce qu'il faut savoir, bon, aujourd'hui c'est vrai qu'il y a ChatGPT, un truc comme ça, où tu peux tout écrire, etc. Mais avant, il fallait que tu prennes ta plume, que tu écris.
Combien de fois, moi, j'ai dû faire écrivain public pour réclamer des droits. Mais vous avez des enfants qui ne sont pas capables de le faire, même s'ils sont proches de leurs enfants, parce que ce que j'ai dit, c'est vraiment, pour réclamer ses droits, c'est semer d'embûches, c'est une course d'obstacles à faire. Des enfants qui parfois même vivent d'autres discriminations. Vivent leur discrimination et leurs propres problématiques par rapport à une administration qui fait que, donc, c'est très difficile. Donc, ça dépend, il faut nuancer les choses. C'est pour ça aussi que ce que fait la coopérative des Chivaliers, ce que nous faisons nous, c'est de dire, on sait qu'il y a plein de gens qui ne peuvent pas acquérir leurs droits, eh bien, mettons en place ces aides administratives pour qu'ils puissent les obtenir. Mais c'est un travail, et ça se fait un petit peu partout, parce qu'il y a des mairies aussi qui font ça. Mais ils les prennent 15 minutes et hop, il faut qu'ils partent. Tandis que nous, on prend le dossier, s'il faut rester 1 heure avec la personne, on reste 1 heure. S'il faut 1h30, on reste 1h30. Mais c'est d'aboutir réellement à obtenir les droits des personnes. Et on a même réalisé là, récemment que, par exemple, la Girarco, elle a même fait des permanences, elle-même, ici, au sein de l'association. Pour les problématiques de retraite, on a obtenu quand même une dizaine de permanences de la Girarco par rapport aux problématiques des retraites qu'elle vient faire ici à El Kawa. Donc c'est un combat qu'il faut mener. Donc ils le vivent à travers personnes interposées qui sont nous les relais. Et justement, est-ce qu'aujourd'hui la situation est un peu moins mauvaise qu'il y a 20 ou 30 ans par exemple? On la décortique seulement, on commence seulement, il l'a dit. Il a ramené des chiffres, etc. Ils sont en train de bosser dessus, c'est-à-dire que même si c'est des luttes de longue haleine, c'est-à-dire que l'administration, elle est rigide, elle est dans un espèce de carcan, et donc même quand les autres partent à la retraite, eux ils regardent, ah bah non c'est pas écrit, ah bah c'est la loi, bah montrez-moi la loi. Ah ben non, c'est comme ça qu'ils travaillent, et donc en fait, c'est l'institution qu'il faudrait changer. Et au contraire, cette institution-là, et notamment avec les dernières directives de Rosario, eh ben, ça va tout à fait dans le sens contraire de ce que l'on espérait. Je crois que c'est encore pire. Voilà. Oui, ça c'est complexifié. Et même eux, des fois, ils ne sont même pas au courant des propres lois qui ont changé les administrations. C'est-à-dire, vous y allez, vous savez que vous devez faire ça, vous, parce que vous le savez. Vous arrivez devant le bureau et vous demandez aussi, mais la loi a changé, madame. Ah bon? Et ça, c'est factuel. C'est comme ça. Je l'ai constaté il n'y a pas longtemps sur les auto-entrepreneurs, ça a changé, puis finalement ça n'a pas changé. Les fonctionnaires étaient pas au courant. Ils n'arrivent même plus à suivre. Même eux, ils n'arrivent même plus à suivre. Alors nous, c'est compliqué. Alors oui, il y a eu des avancées, mais comme en traitant ça s'est complexifié, et bien même nous, pensions être à la hauteur, et ben en fait on se retrouve à réapprendre en fait encore les trucs. Ouais. Formation continue. Formation continue. Vous savez, moi, je suis au GESTI et le droit des étrangers c'est notre tasse de thé et on n'arrête pas de se former et on est toujours à la bourre. Pourtant la majorité des juristes, c'est des avocats, c'est des juristes et tout ça. Bien sûr ici en France c'est tellement facile de dire l'une est censée ignorer la loi, mais il faut la connaître la loi, il faut la connaître. Moi, des fois moi ça m'embête, je m'énerve parce que la personne par exemple elle n'a pas fait de recours à temps. Pour certains trucs c'est 1 mois, pas plus. Si tu as laissé passer le délai d'1 mois, ça a été mort. Des fois, je m'énerve. Je dis, mais la personne ne savait pas, parce qu'elle n'était pas là, elle était en vacances, elle était ceci. Donc ça, c'est fini, la décision devient définitive, tu ne peux rien faire. Il n'y a pas d'humanité, c'est une machine administrative. En fait, c'est ça. Et par exemple, pour votre propos là, c'est par exemple, on vous demande aussi, par exemple, donnez-moi votre permis, alors que vous n'avez même pas le permis. Donc vous leur expliquez, je ne peux pas vous donner le permis puisque je n'ai pas le permis. Mais elle vous dit, non mais donnez-moi votre permis. Vous me dites, je vais faire quoi? Je suis en train de vous dire que je n'ai pas de permis, et elle me dit, donnez-moi votre permis. Je lui dis, j'ai pas de permis, mais elle continue à me dire, donnez-moi votre permis. C'est surréaliste. C'est surréaliste en fait. Et là, je suis vraiment en salle, avec quelqu'un là qui demande un permis alors qu'il n'a pas de permis. On me dit, ben non, on n'a pas le permis, je ne peux pas vous donner le permis, je n'ai pas le permis. Ben c'est pas grave, donnez-moi le permis. Comment on va faire? C'est un truc de fou. Il y a très longtemps, ça, ma soeur était allée à la poste, je ne sais plus pour
quel papier, À la etc. préfecture, c'était à la préfecture. Et la bonne femme lui dit, écoutez, donnez-moi vos dates d'entrée en France. Mardia lui dit, je suis né à Paris. Oui, mais alors donnez-moi vos dates d'entrée en France. Alors, ma date d'entrée, c'est tac, 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 c'est mon année de naissance. Et l'autre, non, c'est donnez-moi vos dates d'entrée en France. Elle n'arrivait pas à comprendre qu'en étant étranger, parce qu'à l'époque, elle n'était pas intégrée sa nationalité, qu'on pouvait naître en France et que ça semblait complètement disproportionné. Il a fallu appeler quand même. Elle a demandé la responsable. Elle a dû demander la responsable pour dire, écoutez, voilà, je suis née en France, ma première date en France, voilà. Ouais, ça a été jusque-là. Mais on était sidérés. Vraiment. Ouais, donc là, c'est toute la mécanique administrative qui écrase. Et finalement, pour en revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, on a le sentiment que le combat est extrêmement difficile, extrêmement lourd, qu'il y a des avancées, mais elles sont limitées. C'est le vote, la solution. Parce qu'on parlait de Bretaillot, on parlait des lois, on parlait d'une certaine trajectoire qui est donnée ces derniers temps par la politique. Je veux dire, la représentation nationale ou la représentation locale, que ce soit du conseil municipal, passant par le département, la région, le Sénat ou l'Assemblée nationale ou l'Europe, si vous voulez, il y a plusieurs étages de représentation. Ah oui, qu'il faut des élus qui se battent pour que les droits soient appliqués, pour que le droit soit modifié. Bien sûr qu'il faut des gens, mais il faut des élus qui soient proches de nos réalités. Oui, non, ça. Je pense qu'il y a quelques efforts, même si ça a encore beaucoup de boulot. Et après, il y a la société civile et le mouvement associatif qui fait aussi un boulot qui pousse aussi à ça. Après, passer de l'un à l'autre, c'est pas interdit. Ça arrive. Ça arrive, ça doit arriver, c'est nécessaire. Moi, je me suis présenté à X élections sur X trucs. Je suis militant associatif et engagé politiquement, et l'un n'empêche pas l'autre. Je ne suis pas schizophrène, quoi. Non, mais c'est pas du tout incompatible. Non, mais pour certains, c'est presque, il faut faire l'un ou l'autre. On peut faire les deux, j'ai deux genres. Hein. Je veux dire, il faut le mouvement associatif, le mouvement politique, et pour avancer, il faut les deux. Et si Nelson Mandela était un militant à la base. Hein. Oui, non. Après, tu as des gens qui font de la politique, ils ont milité nulle part. Ils arrivent, ils sont posés là, et avec un parachute doré, ils arrivent, fils d'eux. Bon, ça, c'est la reproduction. C'est pas de sociaux, mais la question politique, les sujets qu'on aborde sont éminemment politiques. Et moi, je pense que ça commence au niveau local, à mettre un peu de pression. Un petit exemple, au département du Nord, on a interpellé le président du département sur la question du Chimani. C'est un département qui est à droite. On s'attendait à un refus catégorique pour une action. Et ben, il y a une élue qui lui a rappelé l'importance des personnes âgées issues de l'immigration pour la construction de la région du Nord et des travailleurs dans les usines et dans les mines. Ok, d'accord, c'est passé. Une élue de l'opposition. Le gars, il dit, ouais, pourquoi pas. C'est un exemple infime, mais ça peut se passer à d'autres niveaux. Alors, ça dépend sur qui on tombe. Alors moi je dirais de toute manière, il y a une génération qui est déjà en partance. Et que là, il y a quand même une nouvelle génération de Chibani qui est quand même la nôtre, qui connaît mieux ses droits, qui connaît mieux ses droits, qui est lettré, et qu'il va y en avoir, et on a une autre qui va arriver incessamment sous peu. D'abord le baby boom des années des 30 glorieuses, aujourd'hui c'est le baby boom, et qu'il va y avoir énormément de personnes âgées, et qu'aujourd'hui, parce que le public âgé était quand même marginalisé. Il y avait énormément de choses pour les jeunes, etc., mais il n'y avait rien pour les personnes âgées. Aujourd'hui, on réalise que il y en a de plus en plus. Et tout le monde va passer par le vieillissement. Donc, il y en a tout intérêt à ouvrir un petit peu ce portail-là. Il y a des municipalités qui l'ont compris. Je n'ai rien dit pour citer la nôtre. Nous, on a ouvert le Kawan. Il faut quand même savoir que dans nos villes, le maire de la ville, il est en train de mettre en place ce qu'on appelle des maisons des seniors. Donc, et il va y en avoir 6 dans la ville. Donc là, il finalise la seconde. Et qu'il y a un petit peu la même chose que le Kawa, parce que les activités,
Exactement. Si vous l'avez inspiré, c'est bien. Donc voilà, et à mon avis, c'est ce qu'il faudra faire dans plein de municipalités, je ne dis pas les maisons des seigneurs, mais de lieux comme les nôtres, parce que c'est important, il a dit qu'il commençait seulement à avoir des locaux, mais c'est hyper important qu'il y ait des sas, des lieux de vie où les gens peuvent dire qu'on peut aller là. Parce que tu as tout à fait raison de poser la question. C'est que même ces lieux qui existent dans certaines municipalités, nos Shibani n'y vont pas. Quand ils y vont, ils voient personne qui leur ressemble. Ils ne savent pas à qui parler. Et nous, en fait, au Kawa, on a, et vous pouvez le confirmer ou l'infirmer, c'est quand même qu'on est à l'image de la ville. C'est-à-dire qu'au Kawa, on se fiche de la nationalité, on se fiche de la religion, on se fiche de l'idéologie, on se fiche de s'il est blanc, s'il est noir, si ceci. C'est un lieu de vie pour ce public-là, mais c'est un lieu qui est ouvert à tous. C'est un lieu qui est ouvert à tout le monde, même aux jeunes. Mais ce sont uniquement les activités qui sont en direction du public âgé. Et donc, c'est un public qui se retrouve dans ce lieu et on fait fi de tout ce dont on compartimente, dont à chaque fois on se retrouve, parce qu'on a l'impression que notre société, tu ouvres un tiroir, t'es catalogué ta religion, tu ouvres un tiroir, t'es catalogué ta nationalité, et tout ce, nous on a fait fi de tout ça. Et ce lieu-là, c'est pas seulement pour les gens de Créteil, c'est ouvert à tout le monde. Il y a même des gens de Paris qui viennent au Kawa. Il y en a qui viennent de Panta, de Drancy, il y a de Bonneuil, de Champigny, le Val-de-Marne. Donc c'est un lieu refuge où les gens doivent se sentir bien et faire fi de tout ce qui se passe au niveau de la société actuelle, parce que d'autres sociétés, à l'heure actuelle, est anxiogène, surtout actuellement. Mais on ne semble pas au café, notre société, en ce moment. Absolument pas. Oui, c'est ça, les administrations. Elle doit être à l'image de la population. En fait, la société, c'est nous. Donc pourquoi il n'y a pas dans les partis politiques, locales, municipales, départementales, on n'est pas représenté. Enfin, en fait, c'est ça le piège. On ne veut pas être représenté spécialement, on ne demande pas à être différent, mais on demande à les gens qui vont nous écouter, qui vont voter pour ce que nous, quand même, on leur demande de faire, et bien ça soit représentatif de toutes les personnes qui vivent dans la ville. Plus que représenté, tu veux dire qu'on soit pris en compte. Bah oui, complètement. Parce qu'à la rigueur, moi, qu'un homme politique soit... ça m'intéresse pas son origine. À partir du moment où il prend en compte tout le monde. Et voilà, donc on n'a pas à se poser la question, est-ce qu'on met un noir ou un arabe comme maire ou comme c'est. Non, on prend pour le compétent, qui a des compétences, et voilà, nous on demande des gens compétents, qui sont ouverts à tout le monde et qui ne sont pas arc-boutés dans leur truc, et puis que nous, on est invisible, on ne compte pas. Invisible, c'est un des mots qu'on utilise. Exactement, et pour les Shibani, c'est un mot qui revient souvent. Oui, ils ont été invisibilisés quand ils travaillaient. Ils ont été de la chair à canon. Ils ont été une masse salariale de la chair à travailler, parce que tout ce qu'ils ont construit. Puis, je répète, après on les efface parce qu'ils partent, ils doivent partir, ils devraient partir. Et là, il y a eu échec. Et tout le monde s'est retrouvé confronté à cela parce que c'était absolument pas prévu dans les années 80 que cette population-là qui a vieilli, qui aurait dû rentrer. Eh ben non, ils ont vécu ici avec plein de caractéristiques qu'ils ne retrouvent pas dans leur propre pays. Parce que même quand ils se retrouvent en famille, ils se sentent pas si bien que ça. C'est bien pour des vacances, c'est bien pour voir la famille, on est bien, mais on revient ici parce qu'ils ont des attaches et puis il y a aussi la santé. C'est la double absence de Sayat, ça. Voilà, pardon. C'est la double absence de Sayat. Voilà, donc c'est aussi important de le souligner et on en a fait fi et on ne peut plus aujourd'hui continuer à fonctionner comme cela, parce que c'est notre génération, et nous, comme on l'a déjà dit dans les années 83, la France est chez nous, on y est et on y reste, et il faudra faire avec. Quant à nos élus, alors je veux bien croire qu'il y a des élus qui sont militants et qui réussissent, mais les vrais militants, ils ne réussissent pas à entrer dans les arcanes du pouvoir. Pourquoi? Parce que ce sont des partis, et les partis, ils ont une idéologie. Si on ne parle pas comme eux, si on ne dit pas, si on n'entre pas dans leurs désirs, eh bien, on ne va pas prendre ces personnes-là.
Au contraire, on va prendre des gens qui vont parler comme eux, qui vont formater et qui vont oublier d'où ils viennent. Pour une grande majorité, ils oublient d'où ils viennent. Ils oublient nos combats parce qu'ils sont pris par les combats même du parti. Et tous ces jeunes qui entrent en politique pour se faire une place au soleil, comme tout, ça veut dire qu'ils sont bien intégrés. Hein, moi, je parle de ce principe. Mais tu penses qu'il y a des gens, il n'y a que des gens qui veulent se faire une place au soleil? Il y a pas Non, mais j'ai dit qu'il y a ces militants qui entrent et qui sont happés. Qui sont happés par le pouvoir dans le parti dans lequel ils sont et qui doivent œuvrer parce qu'il faut que tout le monde parle d'une même voix. Parce qu'on peut être dans un parti puis pas être d'accord. Hein. Normalement, oui. Et normalement, quand on est dans la revendication, on ne veut pas des gens qui revendiquent. Il faut parler d'une seule voix dans un parti. Et nous, on a des voix discordantes. Alors moi, je sais que je ne l'ai jamais demandé, ceci étant, et on n'a jamais... mais je sais que je ne pourrais pas entrer dans un parti quel qu'il soit pour me présenter. Et à chaque fois que je l'ai fait de manière marginale, avec mon groupe, l'équipe et mon propre argent. Donc la solution, c'est de faire de la politique en dehors de la politique, en quelque sorte. La politique au sens... On fait de la politique indirectement, oui, tout est politique. Le fait d'avoir créé un Kawa pour les personnes âgées, c'était un acte politique. Oui, c'est ce que je viens de dire, c'est-à-dire en dehors des partis. Finalement, d'après ce que tu dis. De toute façon, aujourd'hui, le Kawa est incontournable, je dirais presque dans la vie. C'est même une vitrine. Il y a des gens qui viennent, par exemple, à Poitiers, ils sont en train, on les a reçus à plusieurs reprises. Ils vont faire également un Kawa, puis apparemment, je les ai eus récemment. Ça commence à prendre forme. Donc, il faut créer ce type de lieu où l'on rassemble la population, d'être à l'image de la France. Parce que la France, elle est de toutes les couleurs. Et il faudra aussi l'entendre. Et elle est de tous les accents également. Voilà. Bien.